Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer à explorer comment créer des sites web responsifs avec Next.js, Tailwind et des UI. En particulier, on va voir quels outils Tailwind nous donne pour atteindre notre but et quel est le processus de réflexion, la logique qu'il faut appliquer. Pour rendre ça plus tangible, on va utiliser un exemple de base, la section héros d'un site web, c'est-à-dire la section principale, ce qu'on peut appeler le jumbotron. Pour ça, on va partir d'un composant Daisy UI qui s'appelle la Hero Section, mais comment est-ce qu'on veut la structurer? Sur desktop, on veut que notre section héros ait l'image à gauche et le titre, le sous-titre et le bouton principal de l'appel à l'action, le call to action ou CTA, dans une colonne à droite. Sur mobile, l'image doit être placée en haut et prendre la largeur complète et on place les trois éléments, le titre, le sous-titre et le bouton en dessous. Sur desktop, on a donc une rangée, un row avec l'image et le texte qui occupent 50% de la largeur chacun. Et sur mobile, on va avoir une colonne avec l'image et les trois éléments texte qui occupent chacun 100% de la largeur. Alors, comment est-ce qu'on va en construire ça avec Tailwind? Avant d'aller plus loin, dans une vidéo précédente, certains ont réclamé que j'aille plus lentement. Si vous avez besoin de quelque chose de plus posé, je vous ai mis la transcription des différentes vidéos Next.js sur mon site avec les liens en description. Donc vous pouvez suivre le détail si jamais ça va trop vite. Alors, sur ce, commençons à créer notre section héros qui va mettre en avant la proposition principale du site. Pour ça, on va partir d'un composant Daisy UI qui s'appelle la Hero Section, mais comment est-ce qu'on veut la structurer? Allons-y pour créer notre section Hero. On va chercher le fichier index.tsx à la racine du dossier page. Juste à l'intérieur du main, on va remplacer notre h1 par un élément section. On va lui attribuer un class name égale Hero. Ici, à l'intérieur, on va commencer par créer une nouvelle div à laquelle on va attribuer un class name égale Hero Content en suivant ce que dit la documentation de Daisy UI. À présent, on va remplir tout ça. On va commencer donc du coup par créer un H1, donc un titre principal. De base, l'élément H1 n'a plus de style particulier dans Tailwind et c'est complètement volontaire. Le H1, il est surtout là pour des raisons de référencement. Ici, du coup, dans Tailwind, la présentation est découplée de la sémantique. Alors, il se trouve que ici, notre H1, c'est réellement un titre. Donc, dans le class name du H1, on va rajouter texte 5XL qui détermine la taille du texte et on va changer l'épaisseur du texte avec un font bold qui nous donne donc une fonte grasse. Tout ça sont des classes atomiques de Tailwind. Comme vous pouvez voir, si vous inspectez ce qui sort comme HTML, ces classes définissent chacune une valeur en CSS. Alors maintenant, dans ce H1, on va mettre un texte simple, par exemple Have fun tracking your goals using OKR. On peut évidemment faire beaucoup mieux, mais ça, on verra ça plus tard, c'est pas le but de la vidéo. On va rajouter un sous-titre avec un H2, par exemple OKR. OKR's proven methodology used by Intel and Google to exceed expectations, par exemple. Et ensuite, on va rajouter en dessous de ça un CTA, un bouton. On va pour ça simplement créer un span dans lequel on va écrire Learn More. Et Daisy UI dispose aussi de composants boutons simples à utiliser, bien documentés. Or ici, pour donner une apparence de bouton à notre span, on lui rajoute juste un class name égale btn et btn-primary puisqu'on veut que notre bouton prenne la couleur primaire, la couleur principale de notre site. Et les trois éléments qu'on a codés, cette div va nous permettre de positionner ensemble ces trois éléments. Voilà. Passons à présent à l'image. Alors, je ne suis pas particulièrement doué en graphisme, donc j'ai fabriqué une image avec Midjourney, donc qui est une IA, qui pouvait correspondre à ce que je voulais à peu près. On va simplement mettre cette image dans le dossier public de notre projet. On va l'appeler Mountain sous-climb, puisque c'est un mec en train de grimper une montagne. Alors, il se trouve que Midjourney ici nous a fourni des fichiers PNG, avec mon image s'appelle donc mountain sous-climb.png. Bon, il faut savoir que le format PNG est rarement optimal. Sauf si on veut de la transparence. Si on veut que notre site web se charge vite, il faut optimiser les images qui s'y trouvent. Heureusement, dans Next.js, on a un composant qui fait le travail pour nous. Et donc le composant s'appelle image avec un i majuscule et il limite la syntaxe de l'élément HTML IMG. Pour bien fonctionner, ce composant a besoin de connaître les dimensions de l'image d'origine. Alors c'est assez simple pour voir ça, on peut les lire via notre OS. Ici, sur le Mac, on inspecte l'image. Sur PC, il faut regarder les propriétés. C'est important de souligner qu'il s'agit ici des dimensions du fichier image, pas des dimensions qu'on veut afficher à l'écran. Alors dans mon cas, l'image fait 768 pixels de large et 512 pixels de haut. On est donc armé pour commencer à mettre en place l'image. On va commencer par taper image avec un i majuscule
src égale / mountain-climb.png, fermez les guillemets et fermez le composant image. On voit que TypeScript se plaint qu'il manque l'attribut alt, et c'est vrai qu'en termes de SEO, d'accessibilité, il faut toujours mettre un descriptif. Donc on va préciser alt égale, ouvrez les guillemets, man climbing up a mountain. Autrement dit, un homme qui escalade une montagne. Pendant qu'on y est, on va aussi préciser les dimensions de l'image, donc width égale 768 et height égale 512. Alors regardons ce que ça donne. On a bien donc l'image qui est à gauche avec notre titre, sous-titre et CTA qui sont à droite. Alors en l'état, les titres me semblent un peu trop collés ensemble et le sous-titre me semble un peu petit. Donc on va ajouter de l'espacement. Alors on va commencer par ajouter un PY3 au titre principal qui est en H1. Ensuite, on va juste copier-coller les classes du H1 sur le H2 et je vais changer la taille du texte 5XL, le passer à texte 3XL. Si on regarde ce que ça donne, bon, il y a encore quelques problèmes. L'espacement est trop gros entre H1 et H2 et je trouve que le sous-titre prend encore trop de place. Donc on va descendre le texte 3XL à juste texte XL et on va enlever le font bold. Pour ce qui est de l'espace entre le H1 et le H2, c'est logique puisque le padding horizontal se met de chaque côté, de chaque élément. Donc on a un double padding entre le H1 et le H2. Du coup, on va juste changer le padding du H2 à PB3. Alors le B signifie bottom, le bas. Donc à présent, le H2 n'a plus de padding au-dessus, juste en dessous. Si on regarde le résultat final, c'est effectivement bien plus équilibré. Par contre, si on s'amuse à changer la largeur du navigateur, on voit que c'est pas du tout adapté pour les écrans mobiles, c'est pas responsif. Je pense qu'il faut qu'on corrige tout ça. Alors la première chose à noter, c'est que Tailwind, comme tout autre framework CSS digne de ce nom, est mobile first. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que lorsqu'on construit la page, on définit le comportement sur mobile comme étant la règle et le comportement sur les résolutions plus élevées comme étant les exceptions. C'est ça que ça veut dire mobile first. Alors pourquoi est-ce qu'on fonctionne de cette façon? La première chose, c'est que plus de 60% du trafic sur Internet se fait sur des écrans mobiles. Donc on doit s'assurer qu'on répond correctement aux besoins des personnes qui naviguent sur leur téléphone. La seconde chose, c'est que les concepteurs, les développeurs travaillent sur les ordinateurs de bureau, des desktops. Et donc c'est pas naturel pour nous de s'adresser à un public mobile parce qu'on est travaillé sur un grand écran. On définit donc le comportement mobile comme étant le comportement par défaut, le comportement normal, et la mise en page pour les grandes dimensions comme étant l'exception. Alors, voyons ce que ça signifie pour notre section Hero. On veut que notre section Hero utilise par défaut du coup une mise en page en colonne Flexbox, donc Flexbox col, et que les colonnes d'images et de texte aient chacun une largeur de 100%. Ensuite, à partir d'une certaine largeur, disons une taille d'écran de tablette, on veut que le conteneur utilise une disposition en row, en Flexbox row, et que chaque élément prenne du coup 50% maintenant de la largeur. Avec tout ça, comment est-ce qu'on peut rendre notre Hero section responsif en utilisant Tailwind CSS? Alors d'abord, il faut comprendre comment Tailwind CSS gère les variantes de classe. Ces variantes ne se limitent pas à la réactivité, à la taille de l'écran, elles permettent également de définir un comportement au hover, une variante sinon en mode dark et d'autres variantes de ce genre-là. Alors pour définir ces variantes, on utilise un préfixe suivi de 2 points. Donc par exemple, pour définir un comportement au survol, on écrit hover 2 points puis le nom de la classe qu'on veut activer au survol. De la même façon, pour gérer le dark mode directement dans Tailwind, il faut créer des classes avec le préfixe dark 2 points. Prenons maintenant l'exemple du sujet qui nous intéresse ici, la gestion de la responsivité. Tailwind dispose par défaut de 5 breakpoints qui sont SM comme small, qui doit faire 640 pixels de large, MD comme medium, qui est de 768 pixels de large, LG comme large, qui a une largeur de 1024 pixels, XL, qui fait 1280 pixels, et XL, qui est de 1536 pixels. Et bien sûr, tout ça est personnalisable. Donc dans Tailwind CSS, on a des classes pour faire la largeur, par exemple W-full pour la largeur de 100% et W-1/2 qui signifie une largeur de 50%. Alors du coup, on veut qu'un élément ait une largeur de 100% sur les écrans mobiles et de 50% sur les écrans de type tablette. Dans ce cas, on lui donne à cet élément les classes W-full et MD.W-1/2. En d'autres termes, par défaut, une largeur complète en mobile et à partir du breakpoint MD, on a une largeur de 50%. Et ce qu'on va utiliser ici pour rendre ce site responsif. Et d'ailleurs, on va appliquer à la classe FlexCol au conteneur général pour qu'ils soient en colonne et MD.FlexRow pour avoir une mise en page en ligne au-delà de la largeur MD. Voyons ça, mettons ça en pratique. Donc là, on a l'image et le contenu texte. On va raisonner en partant du mobile.
En mobile, l'image et le contenu texte vont chacun occuper toute la largeur de l'écran et le texte va se situer en dessous de l'image. Et à partir de la taille d'écran médium, c'est-à-dire une tablette à peu près, ils vont chacun occuper une demi-largeur. Donc on leur applique à chacun les classes W-full et MD2.W-1 sur 2. Par contre, ça ne suffit pas parce que les deux éléments sont contenus dans un élément qui applique du flex en ligne. Et donc pour avoir un élément colonne en mobile et en ligne en desktop, on applique le même principe. Autrement dit, on va sur l'image qui a la classe Hero Content et on lui rajoute une classe flex call pour lui dire de se mettre en colonne par défaut en mobile et MD2.flexRow pour lui dire d'aligner les éléments en ligne à partir du breakpoint MD. À présent, ce qu'on va faire, c'est créer une deuxième section qui détaille tous les avantages et on va utiliser une structure classique sur 3 colonnes. Pour ça, on va commencer par créer un élément section. On va commencer par mettre un titre dans notre section. Cette fois-ci, on va le créer en H3 puisqu'on a déjà défini notre H1 et H2 de notre page. Et dedans, on va simplement écrire Our Features, nos fonctionnalités. En dessous de ce H3, on va créer une div qui va contenir nos 3 colonnes qui vont vanter les mérites de notre site. Mais avant de remplir cette div, on va changer la taille du H3, rajouter un peu d'espace en dessous, et donc on va lui donner les classes texte XL et PB3. Si on regarde ce que ça donne, on voit que tout ça est aligné à gauche. On va donc dire à notre section de centrer le texte qu'il contient, et pour ça on va rajouter la classe text-center. Et on lui demande aussi de laisser un peu de marge avec la section précédente, donc on lui donne un MT-4, donc margin top 4. Au passage, si vous demandez pourquoi je mets parfois 3, parfois 4, pour le moment, en fait, je prends un peu au hasard, soyons honnêtes, et j'ajuste en fonction de ce que donne le résultat visuellement. Maintenant, passons à nos 3 colonnes pour voir ce que ça donne. On va créer 3 divs. Dedans, on va simplement mettre argument 1, argument 2, argument 3. On verra plus tard pour mettre quelque chose d'un peu plus convaincant et d'un peu plus conséquent. Si on regarde ce que ça donne, on voit que les 3 colonnes sont pour le moment l'une au-dessus de l'autre. Alors c'est pas encore tout à fait ce que j'appelle une colonne, enfin des colonnes. La première chose à faire donc c'est de dire à la div qui contient tout ça qu'on veut que les éléments intérieurs soient alignés et que la div prenne la largeur de l'écran, que ce soit aligné sur une ligne. Donc on donne les classes flex et wfull et on va rajouter une troisième classe qui s'appelle Justify Around, qui permet de définir comment les éléments sont répartis sur la ligne, qui équilibre aussi les espaces à l'extérieur des éléments, et si on regarde, je trouve ça beaucoup plus équilibré visuellement. Maintenant, on va transformer l'élément qui contient les arguments marketing en composants. Donc, dans le dossier Components, on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler featurecard.tsx. Dans ce fichier, on va créer un composant avec le même nom, featurecard, et on va bien préciser qu'on veut l'exporter et que c'est un composant fonctionnel, et donc que c'est de type react.fc. Donc export const featurecard.react.fc. Ce composant sera une fonction. On va écrire cette fonction avec la notation grosse flèche. Et pour le moment, cette fonction va simplement retourner une div dans laquelle on écrit card. Et maintenant, on va construire l'intérieur. On va y mettre un titre, une image, peut-être un descriptif. Donc on va commencer par préciser l'interface de notre composant, c'est-à-dire le type de données qu'on veut que ce composant reçoive. Et pour ça, on va créer l'interface qu'on va appeler Feature Card Interface. Donc on va taper interface Feature Card Interface, ouvrez les accolades. Dans cette interface, on va définir 3 champs, à savoir un title qu'on va définir comme étant une string, un champ description qui sera aussi un string, et un champ image qui sera le chemin vers l'image et qui sera donc aussi une string. À présent, il faut spécifier au composant qu'il attend ce type de données en entrée, donc on va rajouter l'interface dans le type sur la signature du composant. Et du coup,
on peut rajouter les paramètres qu'on vient de définir dans l'interface, dans la fonction. Donc dans les parenthèses, on ouvre des accolades pour dire que c'est un objet qui est passé en paramètre. Et puis on précise les 3 paramètres qu'on a définis, donc title, description et image. À présent, à l'intérieur de la div du composant, on va commencer par créer un élément h4, histoire de respecter la hiérarchie des titres. Et dans ce h4, on va simplement mettre le titre, le title, entre accolades. En dessous, on va donc maintenant mettre l'image en utilisant le composant image avec un i majuscule de Next.js et on va lui donner l'attribut src auquel on attribue la valeur du champ image en paramètre. Donc image src égale, ouvrez les accolades, image. On va donc attribuer un champ alt par la même occasion. On n'a pas vraiment de paramètres qui conviennent bien, mais on va lui passer le paramètre title, c'est ce qui est de plus proche. Et alors, j'ai pas encore créé d'image supplémentaire, mais on a besoin de préciser un width et un height sur l'image, comme on avait vu précédemment. Pour le moment, on va rester sur les mêmes dimensions que l'image qu'on avait précédemment, avec un width de 768 pixels et un height de 512. Alors, il faut aussi s'assurer que le composant image a bien été importé, et du coup, pour ça, on va le chercher dans next/image, donc on va faire import image from next/image. Maintenant, on rajoute un span dans lequel on met la description, donc simplement entre accolades. Et du coup, notre feature card donc, ressemble un peu à ça. À présent, on va retourner dans le fichier index.tsx et on va remplacer les 3 divs avec les arguments 1, 2, 3 par le composant qu'on vient de créer. Donc on commence par taper feature card, ensuite on lui attribue le title et on va simplement ici mettre argument 1. On va aussi préciser son champ description et on va pour le moment mettre un truc bateau du genre this is really cool. Et finalement, il faut préciser le champ image. Comme j'ai pas tellement d'autres images sur la main, en fait, on va simplement lui passer celle qu'on a déjà, celle qui s'appelle mountain-climb.png. Alors, avec un peu de chance, l'IDE a importé directement le composant FeatureCard. Si c'est pas votre cas, il faut l'importer. Donc, si on clique droit dans Visual Studio Code, il propose normalement de l'importer. Si c'est pas le cas, il faut préciser import, ouvrez les crochets, FeatureCard from /component/featureCard. À présent, on va simplement dupliquer 3 fois notre composant en changeant simplement le titre du composant à chaque fois pour faire argument 1, argument 2, argument 3. Si on regarde ce que ça donne, on a nos 3 colonnes qui commencent à apparaître, même si visuellement je pense qu'on peut faire encore mieux. Si on retourne dans notre composant, on va commencer par structurer un peu nos colonnes. On voudrait que ça soit bien toujours des colonnes, donc dans la div qui les contient, on va préciser flex espace flex-col. Tel que c'est fait actuellement, les colonnes et leurs images occupent tout l'espace, c'est un tout petit peu étouffant, on a besoin d'aérer tout ça. Pour ça, il faudrait définir un peu une largeur du composant. Par contre, on ne va pas définir dans le composant directement en dur, parce que cette largeur va dépendre des cas d'usage, du contexte. Du coup, on va plutôt passer l'information en paramètre au composant. Alors une solution assez simple pour arriver à ce qu'on souhaite, c'est de rajouter un champ className à notre composant. Ici, on a 3 colonnes, donc on veut, disons, que chaque colonne ne fasse qu'un quart de la largeur. Donc on précise className égale W-1/4. Autrement dit, la largeur vaut un quart du contenant. Alors on répercute ce même champ sur les 2 autres composants. Les 2 autres composants FeatureCard. Par contre, ce nouveau champ ne fait pas encore partie de l'interface telle qu'on l'avait définie dans le composant, donc Visual Studio Code se plaint. Donc on va aller générer ce champ dans le composant. On commence par l'ajouter sur l'interface, on rajoute donc le champ className qui sera une string. Par contre, comme le champ dépend du contexte, il y a peut-être des cas où on ne va pas s'en servir, donc on va le mettre en optionnel. Pour ça, on met un point d'interrogation après le nom du champ. Donc dans l'interface, on a className, point d'interrogation, string. À présent, on rajoute ce même className dans les paramètres de la fonction de notre composant. Donc on a title, description, image, virgule, className. Pour finir, on fait un peu d'interpolation de string pour rajouter le paramètre className dans les classes de notre div qui englobe notre composant. Pour ça, il y a 2 choses à préciser. Ici, pour l'attribut className de la div, au lieu d'utiliser une chaîne de texte avec des guillemets, on va utiliser des accolades et des backticks, donc des guillemets qui sont vers l'arrière. Ensuite, on ouvre une interpolation dans le champ texte avec un signe $ et des accolades. Et dedans, on va mettre le paramètre className. Par contre, il ne faut pas oublier que ce paramètre a été défini dans l'interface comme étant optionnel. Et donc, dans le cas où il est indéfini, où il est undefined, il faut lui donner une valeur par défaut.
Pour ça, on va utiliser l'opérateur booléen ou, or, avec les deux barres verticales. Et on va mettre à côté, à droite, la chaîne vide. Du coup, si la variable className vaut undefined, l'expression className ou guillemets renverra la chaîne vide. Et si className est défini, l'expression reverra sa valeur. Alors du coup, on commence à voir un tout petit peu la lumière du jour au niveau de la structure, même si je trouve que l'image prend encore un peu trop de place. Donc je vais retourner dans le composant FeatureCard et on va simplement rajouter un className égale P5 à notre composant image. Alors éventuellement, on pourrait aussi mettre un P5 sur le composant image principal, enfin celui de la section héros. Maintenant, si on regarde le résultat, tout ça respire quand même beaucoup mieux. Bon, par contre, si on change la taille du navigateur, qu'on se met sur une taille d'écran qui correspond du mobile, on voit qu'il reste encore un peu de travail parce que ça ne s'adapte pas du tout. Les colonnes et les images deviennent tout petits. Typiquement, dans ce cas-là, en mobile, on met chaque composant en pleine largeur d'écran et on affiche tout ça en colonne au lieu de l'afficher en ligne. Du coup, si on reprend la div qui contient nos trois composants FeatureCard, on va commencer par rajouter un préfixe MD devant la classe JustifyAround parce que ça a moins de sens en colonne, on a moins besoin de l'espace. Ensuite, on va rajouter la classe FlexCol puisque par défaut, en mobile, on voudrait que ça soit aligné en colonne. Et on rajoute l'exception, donc qui correspond aux écrans plus larges, où on veut que cet alignement soit en ligne. Donc md.flexRow. Si on teste ce que ça donne, on a bien notre alignement qui se met à jour. Par contre, les composants sont encore tout petits, c'est assez logique puisqu'on leur avait dit de faire un quart de la largeur en utilisant la classe W-1/4. Donc l'idée, c'est plutôt de leur faire prendre toute la largeur par défaut en utilisant la classe W-full et de ne prendre le quart de la largeur qu'à partir de la taille d'écran médium de 768 pixels. Donc on rajoute le préfixe MD devant la classe W1/4. Donc on a className égale WFull MD W1/4. Donc on fait la même chose sur chacun de nos trois feature cards. Si on teste le résultat, on voit que nos cards sont bien en vertical en mobile, ils prennent la largeur de l'écran et ils passent sous la forme d'une ligne bien équilibrée quand on élargit l'écran pour passer en desktop. Voilà, on touche au but. Évidemment, la table n'est pas encore tout à fait prête à être mise en ligne, mais ce qui manque, c'est surtout du contenu intéressant en termes d'image et texte. Alors ça dépasse un peu la portée de ce qu'on veut faire ici. En termes de code, nos deux sections marchent très bien. On voit que si on change le thème dans le fichier document, on continue à avoir quelque chose qui tient la route. C'est un peu l'intérêt des UI et des couleurs sémantiques. On verra par la suite comment basculer d'un thème à l'autre à l'aide d'un bouton. On verra aussi comment aller chercher du contenu statique sous la forme de fichier Markdown pour construire un blog ou un portfolio. Et voilà, je voulais repréciser, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions, des suggestions d'amélioration, des remarques. Dans tous les cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo.